j'ai essayé toutes les combinaisons d'emails. mark@facebook.com, Elon j'ai tout essayé. Et puis, tu vois, 1 heure après, il y a Sergey Brin, le fondateur de Google, qui me répond. Burning Man, c'est un peu une ville expérimentale de 70 000 personnes qui se réunissent autour de 10 principes fondamentaux. C'est-à-dire que c'est un peu, comment dirais-je, un peu plus qu'un festival. J'adore les principes de l'économie circulaire, de l'idée de, on dit repurpose, reduce, reuse. Et donc, si on peut créer des bâtiments qui peuvent être réutilisés et d'avoir une autre vie, c'est toujours une continuité. Pas forcément que ça soit dans la même forme, mais j'adore cette idée qu'une création peut avoir plusieurs formes dans sa vie. Ouais. Bienvenue dans Mon Job et ma passion, je m'appelle Antoine de Joibert et je vais interroger des personnes inspirantes pour qu'elles nous donnent la patate dans tous nos projets. Très bon épisode à tous. La médiocrité commence là où les passions meurent. Bonjour Arthur Mamou Mani. Bonjour Antoine de ah merde. Excuse-moi, on l'a refait. Non, tu peux dire bonjour Antoine, ça suffit. Bonjour, non, on la refait pas, t'inquiète pas. D'accord, ok. J'ai vu ton nom de famille en bas t'as vu gauche du Zoom. Il m'appelle par mon prénom et mon nom, faut que je fasse pareil. Non, t'inquiète. Moi, c'est juste Antoine et ça suffit. Les gens n'ont pas besoin de... Bon, appelle-moi Arthur alors. Voilà, Arthur. Non, je rappelais ton nom parce que on s'intéresse à toi aujourd'hui. Merci déjà d'avoir accepté mon invitation. Merci. Écoute, ce que j'ai l'habitude de faire quand je démarre un podcast, c'est de demander aux gens de se présenter. Et puis le petit jeu qu'on aime bien faire, c'est de te demander de te présenter, mais sans parler de ta vie pro. Un peu savoir qui est Arthur dans la vie. Alors, je m'appelle Arthur Mamou Mani, je suis un architecte, je suis français de naissance, je suis né à Paris et puis après j'ai passé la moitié de ma vie à Londres parce que j'ai étudié dans une super école ici, l'architecture qui était en lien avec l'informatique et les mathématiques qui est aussi une autre passion. Voilà. Ok, très bien. C'est petite anecdote marrante à ce sujet. Je ne sais pas si ton assistante t'en a parlé, mais j'ai envoyé un premier mail en disant ce serait cool d'enregistrer avec Arthur. Et elle m'a répondu aucun problème. Je choisis l'option. Tu sais, je propose plusieurs options en visio ou en présentiel. Ouais. Elle m'a dit très bien, on choisit l'option 3 dans nos locaux à Londres. Et là, je me suis dit merde, Antoine, tu as fait l'erreur de débutant de ne pas checker où sont les bureaux d'Arthur. C'est ça. Un Français ne travaille pas forcément à Paris. C'est une bonne leçon que j'ai prise. Oui, surtout que Londres, je crois que c'est la 3e ou 4e ville la plus peuplée de Français. Alors, ça inclut la France. Hein, donc, on a beaucoup de Français ici, en effet. C'est une ville, au final, pas trop loin. Et surtout, je pense que ça attire beaucoup les Français parce que la culture est assez différente, que ça soit excitant, mais assez proche pour que ça ne soit pas trop dépaysant. Ouais. Bon, moi, je vais aller direct sur un sujet qui m'intéresse, une réalisation que tu as faite pour le Burning Man, un festival mythique. Et je crois que tu es le premier archi non américain à réaliser cette structure. Donc, c'est bien déjà, c'est un Français. Alors, je ne sais pas, c'est peut-être un cabinet anglais qui a été cité dans la presse, mais en tout cas, c'est très cool. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? C'est ce genre de projet, c'est des projets monumentaux, j'imagine. Ça représente combien de temps de travail ? Comment ça se passe, la conception de tout ça ? Alors, ce temple, parce que c'était en fait un Burning Man, c'est un peu une ville expérimentale de 70 000 personnes qui se réunissent autour de 10 principes fondamentaux. C'est-à-dire que c'est un peu, comment dirais-je, un peu plus qu'un festival. C'est vrai qu'on s'attend souvent à un festival où les gens dansent et prennent de la drogue. Mais en fait, quand on y va, c'est ça qui est assez excitant, c'est que c'est très innovant. Par exemple, Elon Musk est y allé et il a pensé, parce qu'on doit tous penser à nos déchets et à notre production d'énergie, c'est là qu'il a pensé à Solar City, par exemple, avec je crois que c'est son cousin. Et parce qu'on est tous forcés à
à s'occuper de ses besoins énergétiques et tout. Donc, vraiment, on est dans le désert, on arrive pendant une semaine, il y a quelque chose qu'on appelle le self-reliance, c'est-à-dire qu'il faut s'occuper de tout. Et donc, je trouvais ça fascinant. C'est pour ça que j'ai décidé d'emmener mes étudiants à Burning Man. J'enseigne à l'université, donc je les ai emmenés pour créer des structures tous ensemble. Voilà, on levait des fonds, on les construisait à partir de matériaux qui peuvent être assemblés dans le désert. Et petit à petit, c'est vrai que je me familiarise un peu avec le concept de Burning Man et je tombe nez à nez avec le temple, qui est une structure où les gens viennent s'exprimer de manière spirituelle, mais laïque, quoi. Il n'y a pas une religion associée au temple. Et je trouvais que c'est un concept très intéressant de pouvoir être dans un temple qui n'a pas de religion associée. Et vraiment émouvant, hein, c'est pas juste une structure de hippie, quoi. On arrive et puis on voit des trucs très, très émouvants. Et donc, je me suis dit, faisons une version à nous, quoi. Et donc, c'est là que tu l'as proposé à l'organisation. Voilà. Ok. Il y avait un concours, j'ai proposé Galaxia, qui était basé sur la forme d'une galaxie, qui est d'une certaine manière, tous les temples ont toujours une relation avec le ciel. Mais c'est vrai que maintenant qu'on y connaît un peu plus, on sait qu'il y a un trou noir au plein milieu de la galaxie. Je me suis dit, ça serait intéressant de faire un temple qui d'une certaine manière, exprime un peu notre connaissance scientifique actuelle. Super. Voilà. Alors, c'est hyper intéressant. Alors déjà, donc la structure s'appelle Galaxia et elle est totalement imprimée en 3D. Non. Alors, l'espace central, il y a un grand chandelier qui est imprimé en 3D, en effet, mais la structure elle-même est faite de bois. Elle est faite de manière paramétrique. Donc, notre architecture, on l'appelle paramétrique parce que l'ordinateur la génère d'une certaine manière sur la base de formules mathématiques, sur la base de forces structurelles. Donc, en fait, la structure grandit un peu dans l'ordinateur comme une plante grandirait à partir d'un ADN. Donc, on définit un peu l'ADN de la structure et elle grandit dans l'ordinateur. Et ça, c'est une méthode de concevoir qui est complètement à l'opposé de cette notion de créateur qui fait tout sur un dessin. Et voilà. Donc, hyper intéressant. Ouais, donc tu t'intéresses beaucoup aux nouvelles technologies pour concevoir et tu parlais de science, d'espace, j'imagine. Donc c'est hyper cool. J'avais une question qui était beaucoup plus loin, mais du coup je te la pose maintenant. Est-ce que dans la réalisation de des œuvres, il y a du biomimétisme? Est-ce que alors tu dis que l'ordinateur conçoit, c'est-à-dire qu'il y a une intelligence artificielle, j'imagine aussi, qui vous aide à concevoir d'abord? Alors c'est intéressant. Le biomimétisme, je dirais même que c'est plus que ça, c'est presque reproduire les méthodes d'évolution naturelle dans l'ordinateur, c'est-à-dire de créer des relations entre des éléments géométriques et de laisser un peu l'ordinateur nous dire qu'est-ce qui peut être fait. Et donc, en effet, il y a une intelligence artificielle avec laquelle on travaille et qui nous permet de regarder des solutions avec, oui, c'est vrai, l'intelligence de l'ordinateur. Mais c'est une intelligence relative parce qu'il y a tellement de types d'intelligence. Donc là, c'est plus, comment dirais-je, plutôt que de tout faire à la main, de reproduire des éléments une centaine de fois et de mettre de la musique et de faire un truc brainless, comme on dit, c'est plutôt l'ordinateur qui nous aide à créer 10 000 formes pour informer un peu notre créativité et nos choix. Et donc, l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire que l'ordinateur ne peut pas choisir pour nous. Et ne peut pas. Et c'est ça que je trouve intéressant. Je ne pense pas que, tout comme les robots ne peuvent pas nous remplacer, l'ordinateur ne peut pas nous remplacer. C'est-à-dire que c'est nous qui apportons cette dose de poésie et et de pertinence à chaque projet. Après, l'ordinateur, il nous surprend parce que comme il réfléchit pas, il crée des trucs qui peuvent nous surprendre parfois. Et on appelle ça les coïncidences heureuses ou happy mistakes. Ça, on en a plein. Ouais, ça, c'est hyper intéressant. Je suis content que tu dises ça. Ça rappelle un peu à tous les sceptiques de l'intelligence artificielle qui en ont très peur. Et on a beaucoup de craintes par rapport à ça, que en fait, les ordinateurs sont dépendants de l'homme, en tout cas pour créer, et inversement, c'est un outil en fait qui aide à la créativité et non pas quelque chose qui va tout faire à notre place. Parce qu'il y a un moment où ce que fait l'homme appartient à l'homme. L'ordinateur n'a pas d'âme, n'a pas d'histoire. On a tous une histoire très spécifique à chacun et on a tous des sentiments, des émotions qui sont très personnelles.
Donc après, oui, c'est pas une intelligence, c'est comment dirais-je, c'est pas une âme artificielle. Non, Voilà, exactement. vous voyez ce que je veux dire. Exactement. Et du coup, Galaxia, c'est une œuvre éphémère? C'est une œuvre éphémère qu'on a brûlée après 7 jours et qu'on a construit en 18 jours sur le désert de Black Rock dans le Nevada avec 140 personnes. D'accord. Un gros challenge, mais voilà, on l'a brûlée à la fin. C'était une œuvre qui n'était pas dense du tout, c'est-à-dire elle n'avait pas de toit, elle avait la même densité que de la mousse, euh, dans le D'accord. sens où c'était très très peu d'éléments pour couvrir une surface assez grande. Et on l'a brûlée parce qu'elle était pleine d'objets, souvenirs, d'offrandes d'une certaine manière de Ouais, tous c'est le les concept de burners. Burning Man. C'est ça? Voilà. Et quand on Ouais. l'a brûlé, c'était un grand volcan général avec tout le monde en silence autour de cette structure. C'était assez poétique et c'était très émouvant, en tout cas, de brûler cette structure tous ensemble. Même si je ne recommande pas de brûler des structures. Ouais, parce que bon, j'imagine que tu t'y attendais, donc je vais pas te poser la question bateau. Ça pique un peu de brûler sa réalisation, mais Franchement, c'est en contraire, c'est très parce que c'était tellement stressant de la faire. Il fallait lever à peu près un demi-million de dollars. C'est-à-dire ouais, il y avait beaucoup de financement à trouver. Il y avait beaucoup de stress concernant les attaches en fonction. C'est-à-dire que je pouvais pas juste, comment dirais-je, dessiner une connexion hyper safe ouais, en métal hyper complexe qui va me coûter une fortune. À chaque fois, on trouvait des solutions un peu de débrouille low cost, pour une ouais. structure qui est pas débrouille, c'est un temple de 60 mètres de large, de la faire comme une cabane dans les arbres, il y a un stress quand même. Donc, Ouais, ouais, bien sûr, bah, il y a de la le sécurité aussi, j'imagine, tu as des obligations. sécurité, il faut ingénierer tout ça en fonction des tempêtes de sable. Ouais, Et puis, il faut un échafaudage conséquent hein, dans le ciel. Et donc, il y a des builders bénévoles qui, voilà, pas tous très entraînés à la menuiserie et tout ça. Gabriel est venu d'ailleurs hein, construire ouais, avec nous. Mais voilà, donc c'est top. c'était Pardon, top, vas-y. mais stressant. Donc, oui, en effet, Ouais, de pouvoir brûler la structure et de se dire comme un château de sable à la fin, quoi. ouais, Ça a aussi une dimension. C'est-à-dire que c'était aussi bien, quoi. C'est-à-dire que ouais, c'était ouais, pas ouais, je vois. même si c'est vrai, j'aurais rêvé de quelqu'un vienne dans l'audience, des spectateurs qui viennent me dire Arthur, est-ce qu'on peut la démonter, on l'achète et on va la remettre à Paris. Ouais, Alors ça m'aurait fait très plaisir, mais ça aurait été complexe parce qu'on aurait pu recycler le bois, mais je pense que les connexions, par exemple, on a utilisé des espèces de straps, tu vois, c'était pas Enfin, rien n'était fait pour durer, en fait. ouais, Voilà. d'accord. Bah, ce qui est intéressant, et puis dans l'air du temps. Alors, tu as dit deux choses que je trouve hyper intéressantes. C'est une bonne leçon de levée de Ouais. fonds, déjà, parce que Ouais. je connais peu de gens qui arrivent à lever des fonds en disant à leurs investisseurs, on va faire un truc et on va le cramer à la fin. Donnez-moi un demi-million. Et pourtant, je peux dire qu'il y a beaucoup de startups qui crament hein. Ah ouais, oui, oui, Euh, oui, bah ça, je sais, ouais. et qui créent peut-être moins d'expérience que 70 000 personnes qui viennent Ouais, 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 c'est clair. observer tout ça. Donc, je pense qu'il faut le voir comme plus du comment dire, un patronage, du mécénat. Ouais, du C'est-à-dire mécénat. que, et surtout, bon, après, c'est des gens, les gens qui donnaient, c'était des gens qui étaient des burners, c'est-à-dire qui faisaient partie de la Bien communauté. sûr. Ouais, ouais. Donc, on a fait des fêtes, des DJ sont venus à Londres et on fait et tout le monde faisait ça gratuitement, hein, c'est-à-dire que personne n'était payé, donc Hmm. c'était vraiment pour acheter le matériau. Et donc, c'était une sorte de solidarité collective. En plus, ce fondateur de Burning Man était mort cette année, donc c'était un peu son mémorial. Ouais. Et donc, mais aussi, j'ai fait un truc un peu fou, c'était comme moi, je luttais vraiment, il me restait à peu près 250 000 dollars à lever. Et j'ai envoyé des emails à tous les burners qui étaient un peu, je me disais, qui pouvaient peut-être nous aider. Donc, j'ai Ouais. essayé toutes les combinaisons d'emails. Marc@facebook.com, j'ai tout essayé. Et puis, genre, 1 heure après, il y a Sergey Brin, le fondateur de Google, qui me répond et Ah qui ouais. dit, voilà, bah, en honneur au fondateur de Burning Man, voilà, je m'occupe du reste. Voici mon family office. Voilà, dis-moi Magnifique. où est-ce que j'envoie le chèque. Oh la J'étais très, vache. très, très, très content. C'est une super leçon. Et surtout que, enfin, ouais, tous ces projets-là, tu le disais, c'est du bénévolat. Ça veut dire que, alors, je ne sais pas si l'organisation t'achète la structure,
Non, il donne une partie. C'est-à-dire que c'est vraiment basé sur. Burning Man, c'est un peu l'inverse. Je ne sais pas si tu as vu le Fire Festival sur Netflix, le cauchemar où le gros tout se casse cauchemar, la gueule. ouais. Et c'était intéressant pour moi de voir ça parce que Burning Man, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'il y avait le mec là, avec Ja Rule qui planifie tout. Et en Ouais. fait, il essaye de tout faire. C'est-à-dire que le Burning Man, c'est vraiment, comment dirais-je, il laisse la communauté faire grandir l'événement. Et donc, ils donnent un petit peu, ils aident un petit peu, mais ils disent à tout le monde, c'est pas donné, c'est pas une commission, c'est vraiment, on t'aide, mais c'est ta vision, c'est ton truc, tu lèves les fonds, tu t'en occupes. Nous, voilà, on sera là pour t'aider, hein, mais Et donc, c'est très différent, c'est très bottom-up, on dit en anglais. Ça grandit de la communauté. C'est pas du tout imposé, où il n'y a pas d'éléments centralisateurs et c'est cette espèce d'anarchie, de décentralisation qui est aussi la beauté qui fait un peu son côté anarchique qui est intéressant, je pense. Ouais, ok. Voilà. Ok, hyper Voilà. intéressant. Et alors, autre question qui est en lien et qui me permet de faire une petite transition vers. J'aime toujours bien poser des questions un peu sur le climat, l'écologie, enfin voilà, tout ça qui nous concerne tous. Et je me suis dit, en réfléchissant à ça et à ton métier, je me suis dit, mais en fait, c'est cool, archi. En fait, c'est un métier où aujourd'hui, si tu as envie d'avoir de l'impact, tu n'es pas obligé de changer de boulot, quoi. Tu n'es pas un mec. En fait, tu es obligé d'être concerné par ça parce que vous êtes la construction est l'un des premiers métiers concernés par ça. À quel point aujourd'hui, vous, c'est quelque chose qui occupe votre esprit, le recyclable ou le impact zéro. Alors, je sais qu'une construction humaine à impact zéro, ça n'existe pas, entre guillemets. Mais voilà, est-ce que ça, c'est quelque chose qui vraiment vous contraint ou au contraire qui vous inspire aujourd'hui? Alors, plus qu'inspiration, c'est vraiment. Je trouve que ça doit être la raison pour tout ce qu'on fait, en fait. Par exemple, on utilise des biomatériaux qui, d'accord, qui d'ailleurs ne sont pas utilisés beaucoup. Donc, c'est un peu là le challenge aussi. Donc, on utilise des matériaux qui viennent de sources renouvelables. Et si elles ne sont pas de sources renouvelables, on regarde la totalité de la chose. C'est-à-dire que c'est comme tu dis, il n'y a pas d'impact zéro. Par contre, il y a aussi ce qu'on pourrait dire le greenwashing, c'est-à-dire de se dire parce que j'ai utilisé un biomatériau, je suis environnemental. Et ça, c'est une contradiction dans laquelle il ne faut pas tomber. C'est-à-dire que, par exemple, si on travaille sur une structure qui est très, très légère, mais qui vient d'un matériau qui est fait à base de pétrole, mais qui est très, très, très légère, parce qu'elle est très résistante, parce que certains plastiques sont très résistants, alors c'est peut-être mieux de faire ça que de faire un bâtiment tout en bois, alors que le bois vient je ne sais pas, d'une forêt tropicale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réponse facile et que c'est que des métriques, comment dirais-je, des éléments d'analyse assez complexes d'ailleurs, que j'adore faire, hein, qui sont vraiment. Par exemple, bon, c'est pas toujours bien de parler d'un temple qui brûle quand on parle d'environnement, mais bien sûr, je voulais l'offsetter, c'est-à-dire je voulais m'assurer que ce qu'on a fait là-bas soit offset. Et j'ai demandé donc à une entreprise qui aide sur ça, une entreprise plutôt valide, parce que je sais que le carbon offset, c'est pas toujours très valide. Ouais. Et il me dit, oui, donc vous avez, je ne sais plus combien c'était, 4 tonnes de carbone. Je dis, mais comment c'est possible? Ça fait 100 tonnes la structure. Il me dit, oui, mais le bois, c'est un matériau qui, par essence, absorbe le carbone. Donc, il est assez neutre comme matériau. Donc, ce qui vous reste, c'est le métal, le transport. Et après, c'est marrant, parce que c'est pas très drôle pour l'environnement, mais si on est au courant de notre impact quand on prend un voyage Paris-Los Angeles, c'est presque 4 tonnes. Donc, il y a que l'intégralité de brûler un temple dans le désert, que ça soit la même chose qu'un aller-retour Paris-Los Angeles, c'est ce genre de métriques, je ne sais pas comment on dit en français, de mesures. Oui, de données, oui. Oui, de données qui permet d'avoir un esprit critique et pas immédiat. Et c'est vrai que je pense que la lutte environnementale, disons, parce que mes parents sont des vrais écolos. Hein. Mon père a aidé à créer Génération Écologie en France, le parti. Donc, je suis vraiment dans le bain. Tu es concerné. Je suis très concerné. Je pense qu'il y a un manque de science dans l'esprit des mouvements environnementaux. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose à faire dans l'étude globale de notre impact environnemental et des études très poussées sur
ce qui peut marcher ou pas. Et c'est pas si binaire que ça, c'est pas bien ou pas bien. Il y a plein d'axes. Et donc, par exemple, on travaillait avec Dassault Systèmes sur des logiciels qui permettent d'avoir des bases de données assez grandes pour qu'on puisse comprendre tout ça dans leur totalité. Et c'est un peu l'avantage de mon métier, c'est-à-dire que l'architecture est tellement globale et a tellement d'impact. C'est-à-dire que si on choisit de prendre du béton, on sait que le béton, par exemple, c'est 8% de toutes les émissions carbone du monde. C'est la substance la deuxième la plus utilisée après l'eau par les humains, le béton. Donc, voilà, on peut se dire, on continue et voilà, et c'est une catastrophe. Ou alors, est-ce qu'on peut innover dans le béton? Ou alors, est-ce qu'on peut remplacer le béton avec d'autres matériaux? Et ce genre de décision a un impact gigantesque. Donc, mon métier est fascinant pour ça. Ouais, et de démontrer que ça marche. J'ai vu des innovations dans le béton. Je crois qu'il y a une startup qui a créé une forme de béton ou peut-être un goudron qui aspire le CO2 ou enfin qui je sais plus très bien. Mais il y a des trucs qui commencent à sortir. Oui, ok. Ça commence. Tu n'es pas encore sur la techno. non, c'est un peu comme le plastique. C'est-à-dire que c'est sûr, est-ce qu'on peut se débarrasser du béton? Peut-être pas, parce que c'est un matériau quand même pas cher et très facile à mouler. Le plastique aussi, c'est un matériau hygiénique qui dure très longtemps, qui est très safe. Donc, pour le Covid, c'était très important. Mais en fait, en effet, il faut continuer à innover. Le béton, on peut y rajouter du graphène, par exemple, qui aide énormément. On peut faire des géopolymères au lieu de, par exemple, je ne sais pas si tu sais, mais le Parthénon le Panthéon à Rome est fait de béton. Les Romains étaient très forts pour faire du béton et utilisaient les cendres du volcan. Donc, le volcan cuit le ciment. Du coup, la réaction chimique s'est déjà faite. Donc, il y a moins de CO2. Et donc, il y a plein de trucs intéressants. Je savais pas du tout. Les Romains étaient très forts. C'est pour ça que ça a duré vachement. Le Colisée a duré très longtemps. Et parce que c'est du béton, mais c'est du béton fait à partir de cendres. Et on avait perdu ces connaissances pendant très longtemps. Et en fait, le béton est revenu, mais c'est vrai que l'Empire romain le faisait déjà. Donc, il y a plein de... C'est fascinant. Ouais, c'est hyper intéressant. Ouais. Mais en tout cas, je trouve ça très bien. Je voulais souligner le fait qu'un métier comme le tien, ce qui est top, c'est qu'on n'a pas le choix d'être concerné par l'environnement. Moi, je prends mon exemple très, très précis, très concret, c'est qu'avec mon associé, on monte un média, on a des podcasts, et tu sais, on a toujours été un peu dans la schizophrénie générale de se dire oui, ça me concerne l'environnement, mais bon, il faut quand même que je gagne ma vie. Et tu es là toujours, tu étais un peu stressé à te dire, là, nous, en ce moment, on est saoulés, quoi. On est là à se dire, on aimerait bien faire un projet qui a de l'impact, parce qu'aujourd'hui, c'est en 2022, surtout depuis que j'ai des enfants, je n'ai pas envie qu'elle me regarde un jour et qu'elle me dise papa, t'as foutu quoi? Enfin, il fait 50 degrés là. Tu vois? Et du coup, ce qui est cool avec l'architecture, c'est que bon, pas le choix. Vous êtes au cœur du sujet. Tu me dis si tu run out of time. Ouais, non, je regarde, j'en ai fait un truc dans mon calendrier, mais ça ne me dit pas ce que c'est malheureusement. Il fallait être plus précis dans l'invitation. Oui, c'est ça. Donc, on peut continuer jusqu'à ce que ça soit plus précis. Non, il me reste pas beaucoup de questions de toute façon. Okay. Le but, c'était de passer un petit peu sur la partie ton parcours. Le fait d'être un architecte, est-ce que architecte reconnu aujourd'hui, en tout cas, c'est ce que moi j'ai compris en étudiant un peu ton parcours. Est-ce que tu as travaillé pour ça? Parce que je sais que tu as travaillé d'abord comme collaborateur dans différents cabinets d'architecture, puis un jour tu as créé le tien. Est-ce que tu t'es dit, OK, il faut que je sorte une image de marque, moi, Arthur Mamoumani, et donc je vais utiliser les médias, Internet, où je vais me concentrer plutôt sur l'art, la créativité, où c'est venu naturellement, tu as fait ce qui te plaisait, et puis cool, ça a bien marché, quoi. Alors, c'est vrai que c'est toujours plus facile après de rationaliser sur son parcours. Mais en fait, quand je travaillais dans une agence et je m'y plaisais pas mal, mais en effet, ma passion, c'était vraiment cette espèce d'émergence de l'impression 3D, des possibilités que ça créait, la démocratisation du design, de la fabrication. C'est ça qui me passionnait. Ouais. Et j'étais très intéressé à l'idée de créer un nouveau type d'entreprise qui permettrait aux gens en effet d'utiliser cette révolution d'une certaine manière. Je voyais vraiment ça comme une révolution. Et je le propose à mes patrons, mais ils ne comprenaient pas. Je pense que c'était un autre monde, quoi. Il y avait vraiment un moment où il fallait et il n'y avait pas vraiment de bureau qui faisait ça. Donc, j'étais
voilà, je suis parti sur cette mission. Et puis d'un autre côté, les gens me demandaient d'enseigner. Donc, j'étais un peu enseignant. Donc, tous mes week-ends, j'enseignais les technologies paramétriques. Et donc, voilà, ces deux choses, voilà, de fil en aiguille, j'ai quitté mon boulot, j'ai fait un business plan pour cette idée d'entreprise de fabrication et j'enseigne et du coup, je commence le freelancing sur ces méthodes de fabrication et des paramétriques. Et puis voilà, après, j'ai dû créer une entreprise parce que les gens, en effet, me demandaient plein de trucs en freelance. Donc, j'ai fait Mahomani, notre agence d'architecture. Comme j'étais architecte, voilà, j'ai fait ça. Et puis de l'autre, je faisais le business plan pour FabPub, FabPub est notre entreprise de fabrication. Et les deux se développent petit à petit l'un dans l'autre. Et c'est vrai qu'il fallait deux entreprises parce que c'est très différent, en fait, une agence d'architecture et une entreprise qui dépend d'un capital et d'un investissement. Ouais. Et donc, voilà, d'un côté, j'avais la casquette d'entrepreneur pour FabPub et la casquette d'architecte pour Mahomani. Et tout ça, en continuer l'enseignement et l'innovation. Et voilà, Vrai l'enseignement est entrepreneur. très important. Ouais. Vrai entrepreneur, on a vu, parce que bon commercial pour réussir à aller prospecter le boss de Google. Je pense qu'il y en a plus d'un qui voudrait réussir ça. Mais en fait, c'est plutôt que du commercial, c'est de la sincérité. C'est-à-dire que quand je lui ai envoyé l'email, c'était pas c'est pas une demande d'argent pur et simple. C'était vraiment. D'ailleurs, je lui ai même pas demandé d'argent dans l'email. Je lui ai dit voilà ce que j'ai essayé, voilà notre spreadsheet avec tous les coûts. Et je lui ai dit est-ce que tu aurais quelqu'un dans ton network qui peut nous aider? Je lui ai même pas demandé directement. Ouais, bien sûr. Bon, bien sûr mais je pense que c'était une manière de rester un peu humble et de dire voilà, j'ai besoin d'aide. Je sais que tu as les moyens d'aider, pas forcément financiers, mais dans tes connexions. Donc, voilà, est-ce que tu peux m'aider? Mais tu as tapé son adresse mail au pif ou ouais. Bah, j'ai fait plein de combinaisons. J'ai tout essayé. Vache. C'est génial. C'est génial. Ce qui est drôle, c'est qu'il m'envoie donc la confirmation et après, il m'envoie un autre email 10 minutes après. Il me dit je suis vraiment désolé de t'envoyer un email, mais je suis en train de dessiner le playground pour mon fils là. Est-ce que voilà, comment tu connectes tes morceaux de bois là, sur Galaxia? Il m'envoie son Pinterest. Et qu'on commence une conversation complètement surréelle sur le playground de son fils. Et un autre truc rigolo, c'est quand il est venu me voir au temple. Ouais. Il arrive, voilà, il y a quelqu'un qui arrive avec un costume de magicien et je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce magicien là qui tu le reconnais pas? Bah non, pas du tout. Et tout le monde lui dit dégage du site, c'est trop risqué. Et en fait, quand on s'est rendu compte que c'était Sergey Brin, il y a quelqu'un qui arrive avec un casque qui dit ton cerveau est trop précieux, il faut qu'il porte un casque. Et il vient me voir, voilà, il enlève ses lunettes de magicien, il me dit c'est Sergey, montre-moi un peu le temple et tout. Donc je fais une visite et tout. Et après il me dit je vais te présenter ma famille et mon fils qui t'a fait le playground. Et il me présente son fils qui a des ailes, voilà. Et il y a Hector, son protecteur. Il me dit that's Hector, my protector. C'est son bodyguard. Et voilà. Et puis après, il me dit donne-moi la perceuse. On y va. Et il voulait faire partie du crew, quoi. C'est ça qui est vraiment sympa. C'est vraiment des projets qui l'inspiraient. Il voulait faire partie de l'aventure et de ce que ça représente. Exactement. C'est fou, ça, c'est trop bien parce que tu fais comprendre aux gens qui nous écoutent que le Burning Man, c'est en effet pas juste un festival. Il y a une façon de penser derrière. J'ai pas envie de parler de religion ou de. Non, mais je pense qu'on a un peu peur en France de l'idée de communauté. En Angleterre, c'est quelque chose de très commun de dire my community. Et je ne sais pas pourquoi en France, je pense que c'est peut-être le fait qu'on ait une sorte de pays avec un moule, égalité, fraternité. On est tous en fait, tous unis autour d'une république. En Angleterre, chacun a sa communauté, quoi, my community, et ça peut être une communauté de gens qui aiment un logiciel spécifique, ou ça peut être la communauté des burners. Et je trouve d'une certaine manière, ça casse des barrières, bizarrement. On se dit peut-être que des communautés créent des barrières, mais en fait, ça casse des barrières. Donc, un milliardaire peut faire partie d'un crew qui construit un chantier. Voilà, donc c'est intéressant d'avoir cette perspective, je pense. Peut-être anglo-saxonne. Ouais, mais c'est une super leçon. Moi, ça me fait réfléchir et c'est top, ça donne plein d'idées. Bon, je fais vite. 2 dernières questions. Je voulais savoir juste si tu t'intéressais au Web3. Ça ouvre forcément de nouvelles opportunités de créativité, de réalisation.
Est-ce qu'un jour, on peut imaginer qu'un architecte comme toi réalise des structures dans un métaverse, je sais pas, pour un concert de Snoop Dogg, de je sais pas qui? Est-ce que c'est des projets comme ça dans ton bureau R&D, on y a déjà pensé? Ah, moi, on l'a déjà fait. Ah, ok, bah tu vois, je suis mal renseigné. Donc, pendant le Covid, comme Burning Man a été annulé, ils ont fait un Burning Man dans le métavers. Dans Altspace, qui est le métavers de Microsoft, ils ont reproduit Burning Man. Bon, avec des avatars, c'était un peu moins Oui, réel, mais ouais. c'était une autre réalité. Et nous, on a mis Galaxia dedans et on a mis notre nouveau projet qu'on va construire cet été, mais on l'a mis dans le métavers. Ok. Et du coup, on faisait je sais pas, on a fait plein d'événements dedans avec nos avatars. On était tous avec nos Oculus et on se retrouvait sur place. C'était vraiment fascinant. Et du coup, on a continué à le faire. Mais c'est vrai que quand on est dans l'après-Covid, on a peut-être moins envie de passer du temps Ouais. dans un espace numérique et plus dans la réalité, Mais tu crois disons. à l'avenir du Web3? Alors, bah, j'y crois, peut-être pas dans comment dirais-je, la manière actuelle, c'est-à-dire Hmm, il y a un aspect très spéculatif et financier. hmm, Moi, enfin, en connaissant par exemple le buzz qu'a eu l'impression 3D, hmm, je suis très intéressé par ce qu'il y a après le buzz. C'est-à-dire hmm, que, par exemple, nous, on va faire des meubles. Comme on imprime nos meubles, on va sûrement associer des méthodes d'authentification de nos fichiers d'impression 3D. Et hmm. je pense que le NFT serait une super méthode d'authentifier les fichiers numériques qui sont imprimés en 3D. Que ce soit des meubles ou des recettes imprimées sur des... Tu vois, on peut imprimer de la nourriture en 3D. Je pense qu'il y aura un monde en ligne où des communautés justement partageront des meubles qu'ils ont créés ou des recettes ou même des maisons entières hein, Hmm. et ces espèces de comment dirais-je de réseau social des objets sera authentifié par le NFT et sera visité dans des centres commerciaux dans le métavers. Ça je vois vraiment une réalité pour ça et c'est ce qu'on fait en ce moment dans notre agence et dans l'entreprise. On dirige vraiment le tout vers ça, c'est-à-dire dans un centre commercial, un Amazon dans le métavers, que les gens partagent à travers d'un Facebook d'objets, et qui est tout authentifié par le blockchain et NFT. J'en suis tellement convaincu que je travaille dessus. Ok, trop bien. Super. Ça, c'est passionnant. Bon, je sais que ton temps est précieux, donc je fais ma Pas de dernière souci, question. aucun souci. Euh, Est-ce qu'il te reste un rêve en tant qu'archi et lequel serait-il? Est-ce que c'est une réalisation? Est-ce que c'est une expo universelle? J'en sais rien, moi. Est-ce que c'est une Waouh, tour Expo Eiffel? universelle, ça c'est chouette. Ah bah ouais, tout à fait. Une tour Eiffel, ça serait super. Une tour Eiffel qui serait un symbole d'une ère nouvelle, en fait. Par exemple, là, en ce moment, on travaille à Bali sur une tour faite avec du bois qu'on a recyclé. C'était un pont colonial hollandais que le client a racheté. Et on fait une tour à partir de ce bois qui sera habillé d'une sorte de jupe de bambou. Et ça, je trouve ça très, très excitant. Euh, je pense qu'en tant qu'architecte, on a toujours envie de créer une sorte de symbole de notre ère, c'est-à-dire Ouais. qu'on a envie de faire partie de, de- voilà, de ce qui peut se faire et d'aider à matérialiser le potentiel. Et donc, en effet, j'aimerais beaucoup faire un bâtiment en utilisant du bioplastique. J'aimerais beaucoup Un monument? voilà, utiliser nos technologies numériques pour créer quelque chose qui peut inspirer les gens. Peut-être monument, mais dans le sens peut-être, comment dire, ce que j'aime bien avec la Tour Eiffel, c'est que c'est un monument, mais c'est utilisable Hmm. et c'est comme une éponge, la Tour Eiffel. Elle est, comment dirais-je, elle n'est pas solide, c'est pas un arc de triomphe. C'est Ouais. Oui. un autre type de triomphe Hmm. que je préfère. D'accord. Hyper intéressant. Mais du coup, il faudrait faire quelque chose qui reste dans le temps. La tour de Bali en bois et en bambou, j'imagine que c'est pas quelque chose qui peut tenir des siècles, sauf si on l'entretient. Enfin, je sais pas, tu as peut-être pensé à ça. Alors, je pense que l'idée de temps est un peu relative. De toute façon, on va tous disparaître. Ouais. Mais je pense que, bah, la tour de Bali, elle est faite avec un bois qui a duré pendant 100 ans, était un pont.
Ouais. Et donc, on lui redonne une vie nouvelle. Et peut-être que c'est ça qui est beau avec le bois, c'est qu'on peut le réutiliser. J'adore les principes de l'économie circulaire, de l'idée on dit repurpose, reduce, reuse. Et donc, si on peut créer des bâtiments qui peuvent être réutilisés et d'avoir une autre vie, c'est toujours une continuité. Pas forcément que ça soit dans la même forme, mais j'adore cette idée qu'une création peut avoir plusieurs formes dans sa vie, comme la nature. C'est vrai que ce serait top si la tour Eiffel changeait de forme tous les 10 ans. Tu sais, qu'on puisse l'assembler dans une forme et puis exactement. Il y a une nouvelle équipe. Mais elle devait être désassemblée, la tour Eiffel. Elle était censée, et je pense que les gens l'ont gardée parce qu'ils l'aimaient beaucoup. Je trouve que c'est beau comme symbole de faire quelque chose qui n'est pas censé durer et qui dure parce que les gens l'adorent. Ouais, bon, en tout cas, c'est ce que je te souhaite. Et ce serait top que ce soit en France parce qu'on en voit plein en ce moment. En effet, des super monuments architecturaux à Dubaï, en Asie. À Paris, voilà, on a envie de voir une nouvelle tour Eiffel, donc peut-être pour notre génération. Merci beaucoup Arthur en tout cas pour ton temps. Je te laisse retourner bosser et créer plein de choses. C'était hyper intéressant. Super. Hyper intéressant et à très bientôt j'espère. Bonne continuation à Londres. Merci beaucoup. À très bientôt. Et oui, on s'en occupe, la tour Eiffel à Paris, en bois. Salut. Ciao. La médiocrité commence là où les passions meurent.